Bonjour, Didier Mulnet, Réunifed, programme FECODE, Université Clermont-Auvergne. Nous allons faire ici une synthèse sur les questions d'informer, sensibiliser, enseigner, former, éduquer, éduquer à, éducation faible ou forte, éducation en anthropocène. Il s'agira ici de donner quelques points de repère qui peuvent servir de discussion par la suite. Prenons les deux premiers termes, informer, sensibiliser. Lorsqu'on fait de l'information, les contenus proposés correspondent à des apports dont la fiabilité des contenus a été vérifiée. Si ces apports ne correspondent pas à des contenus vérifiés, nous faisons de la désinformation. Les journalistes produisent de l'information, mais les formateurs ou les enseignants en produisent aussi. Lorsqu'un enseignant fait cours sur des contenus scientifiques et qu'il expose ces contenus scientifiques vérifiés, il ne fait pas de l'éducation, il fait simplement de l'information. La sensibilisation, c'est différent. Les contenus sont différents dans leur fond et dans leur forme. Le but est de les rendre attractifs, accessibles, pour un public plus ou moins informé. On va donc faire de la sensibilisation. Du terme sensible, on va jouer sur la corde sensible, c'est avec des messages plus orientés vers des opinions que vers la véracité des faits scientifiques. En jouant sur la sensibilité, sur les émotions, on souhaite engager les personnes dans l'action. Mais en fait, on va tomber dans la manipulation si ces objets n'ont pas été clairement explicités, si on n'avance pas de façon parfaitement transparente. Donc, il faut bien faire la ligne de démarcation entre la sensibilisation et la manipulation. Lorsqu'on avance masqué, effectivement, nous pouvons faire de la manipulation. Manipulation par les émotions en vue de faire passer une opinion que nous tenons pour vraie. La sensibilisation est donc, peut parfois être déviante par rapport à de l'information. Si maintenant nous prenons un tout petit peu de recul sur le informer, médiatiser, enseigner. Lorsque notre information est d'ordre médiatique, nous allons raconter. Ce que l'on veut faire, c'est chercher à faire découvrir une vérité ou quelque chose que l'on tient pour vrai. Notre but, comme un journaliste par exemple, ça va être d'informer le lecteur, de capter son attention. Si je fais de l'information scientifique, je vais essayer de démontrer, preuve à l'appui, pour établir une vérité. Dans ce cadre-là, je serai amené à problématiser le sujet, à me positionner ou essayer de faire en sorte que les lecteurs se positionnent et je vais persuader les gens, je vais essayer de les amener à adopter mon point de vue ou du moins le point de vue qui est la vérité scientifique, le paradigme scientifique de l'instant. Si je suis sur une information didactisée, je vais essayer d'expliquer. Là, on est typiquement sur le rôle du prof. Je vais transmettre une vérité qui est déjà établie et pas essayer d'établir une vérité comme dans le domaine scientifique. Je vais transmettre une vérité déjà établie. Dans ce cas-là, je vais être amené à informer, je vais être amené à capter et, particularité du discours didactique, je vais évaluer. Mais on a un problème, c'est que parfois nos sujets sont complexes. Et pour accéder à cette complexité, on va être obligé d'enseigner ces contenus. Et dans ce cas-là, lorsqu'on va enseigner ces contenus, nous aurons des discours qui seront de nature didactique en contexte scolaire. On privilégiera le terme de médiatisation scientifique lorsque l'on communique non pas en direction des scolaires, mais en direction des citoyens. Quelques points sur cette médiatisation scientifique, puisqu'elle est le fait d'un certain nombre de métiers, mais elle est aussi le fait d'un certain nombre de scientifiques qui font de la médiatisation scientifique, voire de journalistes qui s'exercent sur cette question-là. Pour faire de la médiatisation scientifique, il faut que l'information soit visible. C'est-à-dire qu'on va sélectionner des faits scientifiques, on est bien d'accord, mais pas n'importe lesquels. Il faudra que ces faits scientifiques sortent de l'ordinaire, soient étranges, attirent l'attention, captent l'attention.
Il faudra aussi qu'ils soient susceptibles d'avoir un impact sur la vie quotidienne, qu'ils touchent la destinée de l'homme, l'éthique, en gros, que l'on puisse les voir. Il sera donc très difficile de parler d'un certain nombre de sujets tant qu'effectivement nous n'avons pas de faits scientifiques, tant que nous n'avons pas d'images, tant que nous n'avons pas de choses visibles par notre public. Visibles, mais aussi lisibles. Lisible, ça veut dire que le discours de la médiatisation scientifique, il devrait être fait de phrases simples, de mots simples chaque fois que possible. On devra pouvoir se figurer. C'est-à-dire que les textes, les graphiques, doivent être là pour faciliter la compréhension. C'est donc un exercice différent de la simple communication scientifique. L'argument de sérieux. On peut avoir des arguments d'autorité, mais pas dans un langage scientifique qui crée une barrière. Donc on va essayer de rester rigoureux sur les termes scientifiques, mais sans tomber dans certaines formes de verbiage qui rendraient le discours trop compliqué pour la majeure partie des gens. Alors l'émotionnalité. L'organisation descriptive narrative va faire naître des émotions, et c'est indispensable en médiatisation scientifique. Sinon, personne ne s'intéresse à la question. Alors, bien sûr, on va avoir recours à la comparaison, on va avoir recours à l'analogie, qui ne sont pas forcément des principes scientifiques. Le ça marche comme n'est pas véritablement un argument scientifique. Donc, ce à quoi il faudra qu'on soit très vigilant, c'est que les comparaisons devront être raisonnées et raisonnables, et les analogies ne devront pas être fallacieuses. Voilà donc concernant les discours de médiatisation scientifique. Si maintenant on s'intéresse à ces termes, enseigner, éduquer, former. Lorsque j'enseigne quelque chose, j'enseigne des contenus, que ce soit des connaissances, des compétences, peu importe. Mais si j'enseigne des contenus. Enseigner, c'est partager, c'est transmettre. Dès l'instant où je partage, où je transmets, je sais que je transforme. Le sens va être transformé par la simple transmission et l'acceptation par les personnes qui apprennent. Et là, je vais avoir deux choses différentes. Soit les savoirs que j'enseigne, que ce soit des savoirs, des savoir-faire, voire même des compétences. Soit les savoirs sont des finalités, et dans ce cas-là, je suis sur un enseignement de. Si mes savoirs sont des savoirs écologiques, j'aurai un enseignement d'écologie. Si c'est de l'économie, ce sera un enseignement d'économie. Mais les savoirs peuvent être aussi des moyens. À savoir que parfois, ces savoirs peuvent être le moyen de former quelqu'un sur quelque chose. Et un même document d'écologie, par exemple, pourra servir de base de formation si on se sert de ces connaissances intrinsèques pour arriver à des connaissances essentielles, c'est-à-dire la finalité véritable du savoir que l'on vient d'enseigner. Former. Si on forme, c'est-à-dire qu'on est centré sur le développement de la personne. Soit on est centré sur le développement de la personne, il va s'agir d'une conception humaniste de la formation, on va changer l'humain, soit les savoirs sont toujours des moyens. On est d'accord, il n'y a de formation que si les savoirs sont des moyens. Et donc là, la cible peut être différente, elle peut être centrée sur le développement non pas de la personne, mais du citoyen. On va parler de démocratie, d'amélioration de la vie sociale. Là, on sera sur une autre conception de la formation, c'est-à-dire une conception progressiste de la formation. Toujours en formation, on peut avoir comme objectif la lutte contre l'endoctrinement, ou faire conscientiser, si on prend du côté positif, la lutte contre l'oppression, ou la libération. Là, il va s'agir d'une conception radicale de la formation avec une visée émancipatrice. On peut donc avoir des formations qui sont différentes de par leurs cibles et leurs objectifs. On peut aussi avoir des formations, je ne l'ai pas mis sur le schéma, qui peuvent être différentes dans ce sur quoi on forme. Former en compétences,
est un mode de formation. Si maintenant je viens au terme d'éduquer, quand on éduque quelqu'un, une personne, un citoyen. Les savoirs sont toujours des moyens, ne sont pas des finalités. Si on enseigne des contenus, c'est pour que les gens s'en servent pour autre chose. Donc ne pas rester à l'exemple. Les finalités, en fait, en éducation, soyons clairs, c'est les valeurs. Les valeurs pour apprendre à vivre ensemble. Mais pour être capable de vivre ensemble, c'est-à-dire former à ces valeurs, il va falloir maîtriser un certain nombre de compétences citoyennes. Et en fait, le système marche sensiblement ainsi. On va informer, voire sensibiliser, ce qui va permettre de former à un certain nombre d'objectifs, notamment de compétences. Lorsqu'on aura atteint un certain degré de formation, effectivement, nous pourrons passer à certaines formes d'éducation. Lorsque nous avons atteint certaines formes d'éducation, pour changer d'éducation, nous allons parler dans un instant d'éducation faible ou forte, nous aurons besoin de former, c'est-à-dire d'apporter de nouvelles compétences. Et donc il faut voir cette question de sensibilisation, formation, éducation comme une spirale à plusieurs tours de spire avec des niveaux d'acquisition progressifs. Alors, souvent, on voit une confusion entre sensibiliser et éduquer. Sensibiliser vise des changements d'attitude. Enseigner vise des changements de comportement. Et donc c'est quelque chose de complètement différent. Vous allez voir qu'il est beaucoup plus difficile d'enseigner et d'éduquer surtout que de simplement sensibiliser. Une distinction entre éducation et formation, même si nous y revenons dans un instant, c'est quand on enseigne, c'est à court terme. On enseigne quelque chose à court terme. Alors que l'éducation se situe, elle, sur un beaucoup plus long terme. Éducation, donc, on a dit, point commun, la question des valeurs. Éducation à par pour, est-ce que c'est la même chose? Alors, on va prendre un exemple. Imaginons que je fasse de l'éducation pour la santé. Ce que je veux changer, c'est la santé elle-même. Je vais donc, dans ce cas-là, lutter contre quelque chose ou éduquer pour quelque chose. Je vais faire une éducation pour une prévention des maladies coronovasculaires. Je vais faire une éducation pour l'alimentation. Ou je vais faire une éducation contre la malaria, contre l'obésité. Donc, quand on dit éducation pour, il y a toujours sa contrepartie, l'éducation contre, c'est l'objet que je veux faire changer. On peut aussi faire de l'éducation par, je prends l'exemple des médias. On peut faire de l'éducation par les médias. Si on veut faire de l'éducation par les médias, on va se servir des médias pour éduquer. Alors que si j'avais fait de l'éducation pour les médias, je considérais que les médias étaient perfectibles pour le moins et que j'allais changer la nature des informations transmises par les médias et donc de toutes les conséquences éducatives qui en découlent. Donc, éducation par, je vais me servir des médias, et là revient le pour. On va se servir des médias pour éduquer. Il va de soi que si je fais de l'éducation par les médias, par exemple, je vous donne juste un exemple de compétences style créativité ou style esprit critique. Si j'ai développé des compétences par les médias, ces compétences, je vais pouvoir les réutiliser, bien évidemment, dans le cadre d'une éducation pour la santé derrière ou pour l'environnement, peu importe. Maintenant, l'éducation A. Dans une éducation A, là, on est très clair, on veut faire évoluer les comportements ou au moins les attitudes. Comme ces termes ne sont pas forcément admis, acquis pour tout le monde, et que tout le monde ne met pas forcément le même sens sur les mots. Dans la réflexion, la définition que je vous propose, les attitudes, c'est ce que j'aimerais faire. Les comportements, c'est ce que je fais. Et je peux donc effectivement
changer les attitudes sans changer les comportements. J'ai convaincu des gamins qu'il est intéressant de respecter la biodiversité, mais ils ne changeront rien à leur comportement. J'ai convaincu des adultes que leur comportement, que leur attitude vis-à-vis de l'alimentation était discutable. Ils auront changé d'attitude, ils seront conscients du problème, mais ça ne les amènera pas forcément à changer de comportement. À l'inverse, si je reprends l'exemple classique du Covid, nous avons changé de comportement alimentaire pendant la période d'isolement, mais nous n'avons absolument pas changé d'attitude. La preuve est que lorsque, effectivement, nous avons eu le droit de ressortir au mois de juillet, automatiquement, nous avons repris nos comportements d'avant. Donc on peut très bien changer d'attitude sans changer de comportement, sans changer de comportement sans changer d'attitude. C'est en fait un mouvement circulaire. Donc l'un n'est pas mieux que l'autre, mais par contre, quand on est en éducation A, on veut faire évoluer les comportements, ou pour le moins les attitudes. Maintenant, les éducations A. Les éducations A, vous allez trouver une pléthore d'éducations A dans tous les domaines. Un petit inventaire a été fait dans le dictionnaire critique des éducations A. Éduquer à la biodiversité, au choix, à la citoyenneté, à la complexité, au développement durable, l'esprit d'entreprendre, environnement, éco-formation, interculturalité, médias, information, paix, patrimoine, responsabilité, risque, santé, sexualité, territoire, valeur. Et je m'en arrête là. En fait, on a un ensemble d'éducation A qui est presque un fourre-tout. Là-dedans, nous pouvons mettre un petit peu d'ordre, car tout ne se vaut pas, tout n'a pas le même degré d'organisation. On a ce mélange d'éducation A qui nous permet de nous intéresser à l'ensemble des 17 ODD. Je ne vais pas développer ici les ODD. Par contre, on va essayer de définir ce qui est le fondateur de l'ensemble des éducations A. Une éducation A est thématique, adisciplinaire, mais elle est automatiquement thématique. Mais ces thématiques, ce ne sont pas des thématiques resserrées. Ce sont des thématiques qui sont à la fois précises. Prenons l'exemple de la santé. On a l'ODD 3, bonne santé et bien-être. On peut faire des éducations à la consommation, des éducations à la vaccination, des éducations à un certain nombre de choses. Éduquer à tous les risques épidémiologiques, ça n'a absolument rien à voir avec une éducation à la santé alimentaire qui est vraiment centrée sur la personne, alors que l'épidémiologie est centrée sur un grand nombre de personnes. On a donc, même dans un secteur éducation à la santé, des choses qui sont radicalement opposées. On a mis dans un tiroir des éducations A simplement parce qu'elles étaient globalement dans la même thématique. Mais en fait, j'insiste bien sur le fait que les éducations A sont thématiques, mais qu'elles sont concrètes, précises. Deuxième point important, c'est la place centrale des valeurs. Il n'y a d'éducation A que si nous avons pris en compte les valeurs. Alors je vous vois venir, vous allez me dire, ben oui, mais éduquer aux valeurs, comme nous n'avons pas tous les mêmes, ce serait très prétentieux, très dangereux. Et pourtant, c'est une rupture entre les éducations A et les simples enseignements de. Si vous faites des enseignements de, vous enseignez des contenus, mais qui ne sont pas forcément porteurs de valeurs. Alors, dans la place des valeurs, la question se pose de savoir où se situent les valeurs. Ces valeurs vont être intégrées dans les représentations sociales que nous faisons d'absolument tous les sujets. Est-ce que ça veut dire que nous avons tous les mêmes représentations sociales? La réponse est non. Il existe des représentations sociales bio, éco, anthropo, théocentrées, avec des valeurs complètement différentes. Est-ce que le but
pour l'éducateur, c'est de mettre en avant une valeur donnée. Non, c'est de faire comprendre à tout le monde qu'il existe plusieurs valeurs, que la majeure partie des gens n'ont qu'une représentation sociale ou deux, basée sur une ou deux valeurs fortes. Et donc notre but, c'est de montrer aux gens qu'il existe un plus grand nombre de valeurs, de discuter de la nature de ces valeurs, de leur donner un éventail de représentations sociales pour faire face à la diversité des situations. Il ne s'agit donc pas de supprimer une représentation sociale, de la faire évoluer à tout prix, il s'agit de mettre la personne en position de choix dans ses représentations sociales. Si vous n'avez qu'une représentation sociale, vous ne faites qu'avec celle-là, même si elle est très mal utilisée. Donc le but est de respecter les valeurs des gens. Ces valeurs sont intégrées dans des représentations sociales. On élargit le champ des représentations sociales. On crée des situations dans lesquelles les gens sont confrontés aux représentations sociales des autres, typiquement dans des jeux de rôle, des débats, voire d'autres outils. Et derrière, on essaie d'élargir le champ des représentations sociales des personnes que l'on est en train d'éduquer. Alors bien sûr, cela peut créer des conflits, parce que les questions sont socialement vives. Et effectivement, on va traiter ces questions-là comme des questions socialement vives, voire hyper socialement vives, comme le signale Alain Le Gardez, c'est-à-dire qu'il y a même des risques à enseigner ça pour l'enseignant. Des risques pour lui, des risques pour les élèves, et effectivement, il va falloir faire attention à réchauffer des questions socialement vives qui sont un petit peu plates, mais refroidir des questions socialement vives qui sont, elles, au contraire, un peu chaudes et qui risquent de provoquer plus d'engueulades infructueuses. Le problème qu'on a là, c'est de ne pas tomber dans le binaire. Ce n'est pas blanc ou noir, ce n'est pas raciste, pas raciste, ce n'est pas spéciste, non spéciste, c'est justement d'aller faire expliciter ce qui est dans les représentations sociales, c'est-à-dire tout le réseau implicite qui sous-tend les représentations sociales. Et donc il va falloir là les analyser sur le plan sociologique, anthropologique, psychologique. Faire sortir ce qui sous-tend les représentations sociales et détermine les questions socialement vives, voire amène à des dérives, c'est-à-dire un certain nombre de stéréotypes. Voilà pour le troisième point. Ça va nécessiter évidemment des outils spécifiques. Et le quatrième point, c'est de faire évoluer les comportements et ou les attitudes. Là, si on n'a pas effectivement ces 4 critères, on peut dire qu'on n'est pas réellement dans des éducations A. C'est pour ça que la sensibilisation peut être thématique peut-être. Oui, dans la sensibilisation, il y a une place centrale des valeurs, mais en fait c'est surtout les valeurs de celui qui expose. Est-ce que ça va engendrer des questions socialement vives? Peut-être, ça sera lié. Est-ce que ça va faire changer les comportements? Dans la sensibilisation, on est quand même surtout centré sur les attitudes. Et donc vous voyez qu'il y a quand même un décalage entre sensibiliser et éduquer, nous sommes bien d'accord. Alors je reprends ça dans ce petit schéma. Si je sensibilise, c'est différent d'éduquer. Qu'est-ce qu'il y a entre? Je vais reprendre dans le sens inverse. Si j'éduque, j'aurai des changements de comportement. Ça veut dire que je vais avoir un retour réflexif sur l'agir. Si j'ai agi, c'est que je me suis engagé, que j'ai aussi changé d'attitude. Mais je ne peux changer de comportement que si j'ai changé d'attitude. C'est-à-dire que je me suis engagé. Mais pour s'engager, pour passer de la sensibilisation à l'engagement, il va falloir former les personnes à l'engagement. Alors est-ce que c'est aussi simple que ça? J'aimerais bien dire oui, mais en fait c'est pas vrai. Car on peut très bien provoquer des changements de comportement qui vont prendre toute cette chaîne dans le sens inverse. Alors ce schéma ne correspond qu'à une simplification de l'un des modèles qui relie sensibilisation, formation, éducation.
On a des gens qui pensent qu'on va sensibiliser, former, s'engager, agir, changer de comportement et éduquer. Et on a des gens qui disent, ben non, on peut changer les comportements et c'est ce qui va provoquer tout ce mouvement. Donc ce n'est évidemment pas aussi simple. C'est toutes les théories de l'inaction qui sont cachées là derrière. En effet, on peut distinguer aussi différents degrés d'éducation A, nous y venons. On va distinguer des éducations A faibles ou fortes. Lorsque les changements sont de l'ordre de l'atténuation des phénomènes observés. Par exemple, la consommation de poissons. On sera sur de la soutenabilité faible. En fait, on ne modifie pas la surconsommation de poissons, mais on va essayer d'en consommer quand même un peu moins ou un peu moins mal. Nous sommes sur une atténuation. À niveau B, les objectifs proposés relèvent d'une simple amélioration. Ce sera moins pire. On sera toujours en soutenabilité faible, on reste alors sur une éducation au développement durable faible, mais on a déjà une première volonté de changement. Pas forcément avec beaucoup d'efficacité, mais déjà une volonté de changement. Lorsque on a des objectifs qui relèvent de l'adaptation, nous sommes toujours sur de la soutenabilité faible, mais on est en train d'évoluer selon les solutions que l'on adopte vers une éducation au développement durable un peu plus forte, si on considère que nous sommes dans des phénomènes de transition. J'aurais tendance, à titre personnel, à ne mettre la barre de l'éducation forte qu'après l'adaptation. Mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, donc ce sont des choses qui sont totalement discutables, bien sûr. Les objectifs proposés relèvent véritablement de la transformation. Dès l'instant où on a une véritable transformation d'un système, nous sommes en soutenabilité forte. Si on est en soutenabilité forte, on est en train de basculer vers une éducation au développement durable forte qui nécessite des outils, des stratégies de formation complètement différentes. Voilà donc une barre possible entre éducation faible et éducation forte. Alors je suis bien d'accord que faible et forte, il y a presque un jugement de valeur entre faible et forte. Est-ce que ça veut dire que la transformation faible est inutile? Ben non, parce que de toute façon, on est bien obligé de nous adapter, on est bien obligé d'essayer d'améliorer certaines nuisances, on est bien obligé d'atténuer certains de nos effets. Donc ceci ne suffit certainement pas, à mon sens, à engendrer des phénomènes d'éducation au développement durable. Seules les véritables transformations le permettent, mais ça ne veut pas dire que ceci soit totalement inutile. Je ne suis pas en train de vous dire que le tri des déchets est ridicule. Non, le tri des déchets, il est normal et nécessaire, simplement, il ne suffit pas. Dernier point, les éducations en Anthropocène. Lorsque nous sommes entrés en Anthropocène, de toute façon, nous avons dû faire face à ces phénomènes d'atténuation, amélioration, adaptation ou transformation sociétale. Et dans un premier temps, il convient d'identifier si nous sommes en atténuation, amélioration, adaptation ou transformation. Mais, en Anthropocène, on a plusieurs ruptures. Une première rupture, on peut se référer pour cela aux articles de Jean-Marc Lange, entre autres, explosion de la complexité et des incertitudes. Ça veut dire qu'effectivement, cette complexité, ces incertitudes doivent être prises en compte. Alors évidemment, dans notre contexte FECODE, nous ne pouvons penser ça que dans le contexte de la relation avec les compétences systémiques et prospectives. Deuxième chose, c'est la rupture avec les savoirs académiques. Effectivement, nous ne pouvons plus raisonner uniquement sur des savoirs académiques. Nous devons raisonner sur d'autres types de savoirs, des savoirs d'action, des savoirs locaux, des savoirs expérientiels, donc des savoirs beaucoup plus larges.
Troisième point important, c'est la lutte contre la production du doute et de l'ignorance. Dès l'Anthropocène, nous avons eu des mouvements de lobbying. Il a fallu qu'on se batte contre des lobbyings extrêmement bien organisés. Alors ça ne veut pas dire qu'on lutte avec les mêmes armes de désinformation, bien sûr, mais ça veut dire qu'on va devoir pas uniquement établir la vérité, mais nous allons devoir établir la vérité en opposition avec cette production fake news, voire infotox, fait par un certain nombre de médias, de communautés. Maintenant, si on assume ces transformations-là, nous allons devoir renouveler nos modes d'organisation de la formation. Ça veut dire qu'il n'est plus question de pouvoir se cantonner à faire de la pédagogie de programme. Ça ne marcherait pas. Ça ne permettrait pas d'aller en transformation. Ça ne permettrait pas d'analyser ces 3 points. Donc, pédagogie de programme montre leurs limites. Pédagogie de projet se surimpose. C'est pas l'un ou l'autre, c'est en fait une pédagogie de projet qui s'appuie sur un certain nombre d'éléments apportés par ailleurs. Alors évidemment, ça veut dire qu'on va faire des pédagogies attractives, numériques, inversées, etc. Ça veut dire qu'on va travailler avec des communautés d'apprentissage ou des organisations apprenantes. Et effectivement, on voit bien là qu'on ne va plus pouvoir continuer de former de la même façon si on veut avoir ces objectifs d'éducation en Anthropocène. Mais allons plus loin. Ça veut dire que nous allons renouveler nos démarches de recherche, intégrer de nouvelles formes de savoir. Et là se pose la question de comment on articule différentes formes de savoir dans les représentations sociales notamment. Ça veut dire qu'on va renouveler les formes pédagogiques. On va centrer notre pédagogie sur les actions, sur accepter qu'il n'y a pas une rationalité, mais différentes rationalités, qu'un grand nombre de phénomènes nous apparaissent à la fois dans leurs incertitudes, mais dans l'ignorance qu'on en a. Référence aux représentations sociales. Troisième point de rupture recherche-pédagogie, mais didactique. En fait, le formateur, l'enseignant, qui veut faire des éducations en Anthropocène, va être obligé de changer de statut. Il ne sera plus un formateur expert de sa discipline, mais il sera un accompagnateur de projet. On va sortir de l'évaluation experte par un tout-puissant enseignant pour passer sur de l'évaluation par les pairs, pour ne prendre que cet exemple-là. Et nombre d'autres ruptures. D'autres ruptures que je n'ai pas mis sur ce schéma, c'est la rupture de relation avec la nature. Effectivement, nous ne pourrons pas être en Anthropocène avec ces mêmes défauts. Autre rupture, c'est travailler avec la finitude. En Anthropocène, on accepte que certaines ressources puissent être finies ou finissables, et que certains déchets puissent s'accumuler au-delà d'eux. On accepte donc les limites, mais ça va nous amener aussi à accepter que cela puisse générer par la finitude de l'angoisse, angoisse de la perte, angoisse de la mort, et effectivement, les formes pédagogiques vont être complètement différentes. Pour résumer tout ceci, alors bien sûr, vous trouverez sur le site du Réunifed un article avec un certain nombre de références bibliographiques sur lesquelles je me suis appuyé pour vous faire cette proposition. Ces éléments ne doivent pas être considérés comme des définitions figées, mais comme des points d'ancrage à discuter. Typiquement sur les éducations en Anthropocène, où on est très clairement sûr que c'est quelque chose qui va continuer d'évoluer. Alors il ne s'agit pas de dire que informer, sensibiliser, c'est au-dessous de tout, et qu'il faut faire que des éducations et si possible fortes ou éduquer en Anthropocène. Non, simplement, ce qu'il est important de faire quand on est un formateur, c'est de savoir si là, à tel moment, avec des élèves, des étudiants ou dans un autre contexte, on est en train d'informer, de donner des informations fiables, vérifiées, ou de sensibiliser pour essayer de convaincre, ou de former des gens, des personnes, des
citoyens en compétences ou pas, d'éduquer à, faible ou forte avec la rupture de la transformation, éduquer en anthropocène avec les 3 points sur lesquels on a insisté il y a quelques instants, c'est-à-dire complexité, incertitude, rupture avec les savoirs académiques et la production du doute, de l'ignorance qui se fait jour. Maintenant, cette question du statut éducatif, ces distinctions, c'est l'un des 3 critères du programme FECODE, formation, éducation, compétences et objectifs du développement durable. Dans la prochaine vidéo, nous nous intéresserons aux questions de compétences. Merci de votre attention.